Alors maintenant, nous allons donc aborder la partie sur les 13 femmes engagées aujourd'hui. Et pour ce faire, on a la chance, elles sont sur les affiches, mais elles sont aussi présentes ici. Bon, comme sortir des affiches, j'appelle Alexandra Calmy, Elisabeth Decrès-Warner, excusez-moi, Joanne Liu et Doris Chopper. Merci de me rejoindre sur... Merci de les applaudir. Installez-vous à ces tables. Alors, je dois vous les présenter. C'est totalement horrible pour moi quand je regardais leur biographie, quand je regardais tout ce qu'elles ont fait. Évidemment que je suis devenu rouge de honte en me disant que moi, pauvre journaliste, je n'avais jamais rien fait de très vaillant dans ma vie. Donc j'ai choisi quelques-unes des choses que vous avez faites, parce que c'était impossible de tout le dire. Alexandra Calmy, alors, vous êtes spécialisée dans les maladies infectieuses FMH, vous êtes titulaire d'un doctorat en recherche clinique. Si je dis des trucs faux, vous me jetez quelque chose à un micro ou bien vous faites une mauvaise mine. Hein. Donc, doctorat en recherche clinique sur le VIH-Sida. Vous êtes actuellement professeure assistante à l'Université de Genève et responsable de la consultation VIH-Sida. Je vois que ça vous fait rire. Au sein des hôpitaux. Non, parce qu'elle voit que je peine comme ça à énumérer toute cette longue chose. Et puis, vous avez collaboré 10 ans avec Médecins sans frontières. Vous êtes membre des groupes de travail de l'OMS qui élaborent les recommandations de prise en charge du VIH. Vous présidez la commission des protocoles Pays du Sud à l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites. Vous participez au conseil scientifique de l'étude de cohorte VIH Suisse. Bravo. Elisabeth Decrès-Warner, alors je vais raccourcir, vous êtes fondatrice de l'organisation L'Impel de Genève Geneva Call. Vous avez été sa présidente exécutive jusqu'en 2017. Vous avez, durant 20 ans, mené des négociations avec des acteurs armés non étatiques sur la protection des civils dans les conflits armés. Entre autres encore, vous avez été membre de plusieurs conseils d'experts, parmi lesquels le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées, des CAF, ainsi que le Centre international de déminage humanitaire de Genève. Vous êtes actuellement chercheuse associée au Centre de politique de sécurité de Genève et membre du Conseil de Leaders pour la paix. Vous assurez également la vice-présidence de Terre des Hommes. C'est frustrant, hein? Ouais, bah pour moi, oui. Joanne Liu, vous avez fait des études au Canada et aux États-Unis. Vous avez complété, aux États-Unis, vous avez débuté votre carrière à Médecins sans frontières en 1996-96. C'est juste? Ok, ouf. Après de nombreuses missions, vous avez été élue présidente internationale de l'organisation en 2013. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'École des populations et santé mondiale de l'Université McGill et professeur clinique à l'Université de Montréal. Quant à vous, Doris Chopper, on vous a vu tout à l'heure pour remettre le prix à nos 3 jeunes étudiantes. Vous avez étudié la médecine ici à Genève. Vous avez un doctorat en santé publique de la Harvard, je ne sais pas, j'ai jamais su comment on prononçait ça, School of Public Health. Et puis entre 1982 et 1990, vous avez effectué des missions avec Médecins sans frontières. Vous avez été présidente de Médecins sans frontières suisse de 1991 à 1998. Vous avez effectué 2 mandats à la tête de MSF International. À partir de 2011, vous avez enseigné à la faculté de médecine de l'Université de Genève et dirigé le Centre d'études humanitaires de Genève. Vous avez enfin été élu à l'Assemblée du CICR en 2012 et vous êtes membre de la commission de sécurité. Je pense que tout ça mérite des applaudissements nourris pour ces quatre femmes. Approchez-vous des tables. Alors, vous avez une chance formidable puisqu'elles sont sur les portraits que vous allez voir. Vous avez en plus la chance, vous allez pouvoir leur parler après le cocktail qui va bientôt arriver. Vous allez pouvoir leur poser des questions. Moi, c'est horrible, je dois vous poser une petite question à chacune.
je ne sais pas laquelle, je ne sais pas comment aborder tout ça. Enfin, je veux dire, vos carrières sont époustouflantes. Qu'est-ce que vous pourriez brièvement nous dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire concernant l'humanitaire, concernant les femmes, concernant cet engagement? Peut-être, est-ce que j'ose commencer avec vous, Alexandra Calmi, sur comment, vous par exemple, est-ce que l'humanitaire, on tombe dedans quand on est enfant? Il fonctionne? Je ne sais pas. Il fonctionne. Oui. Mais tout d'abord, merci pour la question, pour l'introduction sympathique que vous avez faite sur nous. Je dois dire que je suis très intimidée et très honorée d'être là. D'abord parce que je me trouve face à des femmes dans la salle et ici sur scène qui sont des modèles. Parce que quand j'ai terminé mes études de médecine, les modèles, c'était, en tout cas pour moi, les French doctors. Alors moi qui ne suis ni française ni un homme, c'était évidemment de considérer ça comme des modèles était difficile. Mais j'ai eu beaucoup de chance de trouver, alors à MSF, à l'époque où j'ai débuté, une association dynamique dont l'objectif était quelque part un peu la rébellion. Et moi j'ai trouvé ça assez intéressant quand on sort des études, après 6 ou 7 ans de médecine, de penser que le monde est ouvert et qu'avec une bonne dose d'insatisfaction et de doute, on peut quand même être optimiste et se dire qu'on peut faire changer des choses. Et c'est peut-être ce sentiment-là qui a fait que j'ai choisi vraiment de manière pas du tout opportuniste, mais vraiment militante, d'aller à MSF. Pour moi, c'était très important. Et j'y ai trouvé des modèles qui sont là sur scène et qui sont très importants, puisque vous voyez que maintenant, MSF est dirigé par des femmes, encore maintenant, en tout cas pour MSF Suisse. Et ça a été un long chemin après le départ de nos French doctors. Donc, je trouve que c'est très important. Peut-être ce que je peux dire sur 2022, si j'ai une petite minute. Maintenant, je suis vice-doyenne à l'Université de Genève. Alors, ça fait plus de moi une femme d'aujourd'hui, mais presque une femme d'hier. Hein. Quand on dit doyenne, c'est pas toujours très jeune. Mais je suis très impressionnée aussi de voir ces jeunes femmes qui réinventent finalement le militantisme, qui réinventent l'engagement. Parce que ça a toujours été une question pour moi, est-ce qu'on peut être médecin et scientifique et engagé ? Est-ce qu'une fois qu'on a été engagé, on ne peut plus être finalement un vrai docteur? Enfin, toutes ces questions-là, en tout cas, étaient très prégnantes. Et maintenant, en tant que vice-doyenne à l'université, je vois que ces jeunes, et c'est très jeune encore, avant même de faire médecine, vont certainement réinventer l'humanitaire. Moi, j'ai 3 filles qui sont apprenties médecins. Alors, il y en a une qui est en Guyane aujourd'hui. Donc, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose de générationnel. Je l'espère en tout cas. Mais je pense que mes filles, en tout cas, et vous, les jeunes qui êtes là devant, vous ne ferez pas l'humanitaire de la même manière que moi, je l'ai débuté, probablement. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont différents, ils sont complexes. Le changement climatique est un des enjeux auxquels ma génération a été très peu sensible, malheureusement, et je m'en excuse, parce que je crois que c'est un des enjeux actuellement qui est vraiment majeur. Donc, je me réjouis de voir comment les jeunes aujourd'hui vont réinventer l'humanitaire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alexandra Calmi. Elisabeth Decrès-Warner. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet engagement, ces femmes qui s'engagent dans l'humanitaire? Alors, je pense qu'il faut... d'abord, j'aimerais remercier la Fondation de m'avoir invité ce soir à partager avec vous. Et je pense qu'il ne faut pas partir d'une sorte d'a priori qu'on ne peut faire, je m'excuse, de l'humanitaire que si on est médecin et tout. Moi, j'ai fait de la politique dans l'humanitaire alors que j'étais physiothérapeute. Donc, rien à voir avec ce que j'ai fait. Alors, peut-être pour expliquer en quelques mots cette aventure, je suis partie d'une règle de 3. Vous connaissez tous la règle de 3. On a 3 éléments, puis on doit trouver le 4e qui en découle. Et je suis partie d'une règle de 3 qui disait les États peuvent signer des conventions, mais les groupes armés, les mouvements rebelles, les guérillas ne peuvent rien signer. Et il y avait 2 raisons importantes pour mes collègues et moi-même d'inventer une sorte de convention pour les groupes armés. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'un groupe armé va vous dire pourquoi je dois respecter une convention qui a été signée par mon ennemi.
j'ai aucune raison de respecter ce qu'il a signé. Et le deuxième aspect, c'est que des normes imposées ne sont généralement pas respectées et qu'il faut au contraire inviter à adopter des normes. C'est un changement total de paradigme. Au lieu d'imposer, c'est d'inviter et de faire en sorte qu'il y ait une appropriation d'une décision. Et de là sont nées ce qu'on a appelé des conventions pour groupes armés, qu'on a appelé les actes d'engagement. Alors c'était sur l'interdiction des mines, l'interdiction des enfants soldats, les violences sexuelles, en fait différents textes. Et à partir de là, on a dû de nouveau inventer pour se dire mais comment on va faire le suivi, parce que des signatures au bas d'un papier, ça intéresse personne. Donc comment s'assurer du suivi et du respect, et puis ensuite comment les aider à mettre en œuvre leurs obligations. Ils n'ont parfois pas les moyens. Donc l'appel de Genève, ça a été pour moi 20 ans d'invention et d'inventivité permanente face à des nouveaux défis qu'on découvrait à chaque fois. Et à la remise une fois d'un prix, un professeur a dit, probablement dans un enthousiasme un peu excessif, il a dit « Elisabeth a réinventé le droit humanitaire », un peu les propos que vous venez d'exprimer. Et je ne pense pas qu'on a réinventé le droit humanitaire, mais on a inventé des parcelles d'application du droit humanitaire qui ont permis de répondre à des manques. Et après 20 ans de négociations avec presque une centaine de chefs de groupes armés, j'ai beaucoup appris en tant que femme. Et aujourd'hui, pour moi, c'est important de témoigner dans des conférences, à travers un livre aussi que j'ai écrit, auprès des jeunes, en particulier auprès des jeunes femmes, qu'il faut oser, qu'il faut inventer, qu'il faut se lancer parfois dans l'inconnu, sauter dans des trains qui passent, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer des causes, et que si une porte est fermée, il y a toujours des fenêtres qui sont ouvertes. Moi, on m'appelait l'OVNI de l'humanitaire au début à Genève, parce que personne croyait que c'était possible de négocier avec des groupes armés, et pourtant on a eu une reconnaissance internationale après quelques années. Et en tant que femme, je dirais même que j'ai été aidée par le fait d'être une femme. On me disait, tu ne pourras jamais négocier avec des groupes islamistes. Au contraire, je pense que ça m'a aidée. Et de nouveau, on est dans des a priori. Et c'est pour moi extrêmement important de témoigner, surtout auprès des jeunes femmes. Merci beaucoup. Doris Schopper. Merci beaucoup. Alors, je regrette pour Joanne parce qu'elle ne pourra pas parler avant moi et dire ce que je vais dire. Parce qu'avec Joanne, il faut quand même vous dire qu'un jour, un collègue ou une collègue à MSF a dit « Tu sais, MSF, c'est une organisation de femmes dirigée par des hommes. » Vous avez devant vous les deux uniques, jusqu'ici, présidentes féminines de Médecins sans frontières au niveau international. Et j'ai précédé Joanne de quelques années et j'étais très heureuse quand elle était élue. Parce que c'est vrai, c'est comme l'a très bien décrit Madame Chaponnière, les femmes sont très engagées, font énormément, mais souvent, c'est quand même les hommes qui dirigent. Et vous ne l'ignorez peut-être pas, le CICR, d'où je suis membre de l'Assemblée, aura pour la première fois de son histoire, qui est encore bien plus longue que celle de MSF, une femme présidente à partir de ce mois de septembre. Donc, c'est des chemins quand même extrêmement longs. Moi, quand j'ai commencé dans l'humanitaire, parce que je voulais être docteur dans la jungle, j'ai pas du tout pensé femme, homme, enfin ça n'avait aucune importance pour moi. Moi, je savais ce que je voulais faire. J'ai eu la grande chance de pouvoir le faire. Et un jour, voilà, MSF me paraissait intéressante. C'était ce petit groupe rebelle à Paris dont personne ne parlait à l'époque. Je veux dire, c'était 4 personnes dans un demi-souterrain. Mais moi, ça m'intéressait bien plus que le CICR, qui me paraissait un peu lourd et un peu convenu. Donc voilà, je suis partie à MSF quand c'était vraiment tout petit. Et j'ai quelque part grandi avec MSF, parce que MSF a 50 ans et ma première mission date d'il y a 40 ans. Donc j'ai vu évoluer beaucoup MSF et l'humanitaire pendant ces 40 ans, ce qui est une aventure passionnante. Et bien plus tard, je crois, j'ai commencé à prendre conscience à quel point il y a une difficulté pour les femmes à être reconnues comme dirigeantes et que quand même souvent on a des vents contraires que les hommes n'auraient pas et on ne peut pas se permettre certaines choses que les hommes se permettraient. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'ai fait, mais je pense que c'est extrêmement important que dans les générations qui viennent maintenant, comme vous trois, comme d'autres personnes qui débutent, qu'il n'y ait plus ces obstacles, qu'il n'y ait plus ces barrières. Et voilà, donc c'est un peu ça ce que je voulais dire
Merci beaucoup, merci. Bonsoir. Je tiens à remercier la Fondation Brochet pour l'invitation, pour cet honneur et ce privilège. Je vous avise, il n'y a pas de sous-titres, donc il va falloir me suivre. Donc, je suis francophone canadienne, mais ça ne paraît pas vraiment hein, quand on me regarde. Et puis, ce que je voulais parler, moi, c'était plutôt, on parle de l'invisibilité de la femme dans l'humanitaire, comme humanitaire, mais aussi il y a l'invisibilité de la femme dans les crises humanitaires. J'aurais voulu un peu parler des violences sexuelles, puis d'une petite histoire. À la fin des années 1999, c'était la guerre au Congo, Congo-Brazzaville. 400 000 personnes, la capitale, se sont réfugiées dans la région du Pôle pendant 6 mois. Et on a eu un corridor humanitaire, et on sait que les corridors humanitaires, ça marche plus ou moins. Les gens sont revenus, et systématiquement, toutes les femmes se sont fait violer. Soit une à la fois, ou soit en groupe. Et donc, à ce moment-là, je me rappelle que Médecins sans frontières, on ne répondait pas aux violences sexuelles. Et puis, je suis revenue au conseil d'administration et puis j'ai dit, il faut faire quelque chose. J'ai dit, toutes les femmes ont été violées. Ils ont tellement été violées que là, on a mis un enseigne quand ils arrivent au bout du corridor, c'est marqué « Femmes violées à droite ». Et j'ai dit, il faut faire une prise en charge compréhensive sur les violences sexuelles. Il faut que les femmes soient soignées, il faut les écouter, il faut leur donner un soutien psychologique. Il faut traiter les maladies sexuellement transmises. Il faut prévenir le VIH. Il faut leur donner un certificat que c'est arrivé. Il faut s'en rappeler. Il faut les épauler. Puis il faut aussi leur donner l'accès à l'interruption de grossesse si elles le désirent. Et on m'avait répondu, tu sais, Joanne, on ne meurt pas d'un viol. Et dans ce temps-là, on se disait que quand c'était une urgence, on répondait seulement aux urgences vitales. Et donc, si ça ne mettait pas ta vie en danger, ça ne faisait pas partie des priorités. Et je vous raconte cette histoire-là parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, on parle de l'invisibilité peut-être de nous quatre, mais la vraie invisibilité, c'est la souffrance des femmes dans les crises humanitaires. Il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler aussi qu'on accuse maintenant des reculs avec ce qui vient de se passer aux États-Unis, avec Roe against Wade, de savoir qu'une femme n'aura pas le droit de faire des choix, ses propres choix, et même qu'aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de Médecins sans frontières internationales et on se discute, est-ce qu'on va faire des missions aux États-Unis pour l'accès à l'interruption de grossesse sécuritaire? Moi, mon message, c'est qu'aujourd'hui, l'humanitaire, dans l'écosystème humanitaire, dans le geste humanitaire, il y a des reculs. Il y a des reculs par rapport à ça. Il y a des reculs aussi par rapport à la protection de la mission médicale. On le voit. Hein? Moi, je suis rentrée d'Ukraine en mai. Eh bien, par centaines de fois, on a bombardé des hôpitaux. Et pourtant, je l'ai déjà dit, la guerre s'arrête aux portes des hôpitaux. Donc, l'humanitaire, je ne trouve pas qu'on se porte bien. Je trouve qu'on accuse des reculs, mais je vous remercie quand même pour cet honneur. Merci beaucoup. Oui, vraiment, applaudissons ces 4 personnes.